Cerno, une anti-enquête. Épisode 72. Il n'y avait pas de photos à l'époque, des photos de classe. Si, j'en ai, mais comment savoir qui c'est? Ah, on peut essayer de reconnaître. Alors j'en ai là, des photos. Alors votre Secaresco, si vous savez où elle est, moi je veux bien, mais... Attendez. C'est Caresco. Ah, vous avez raison. Oh, vous êtes formidable. Alors, elle est où? C'est peut-être celle-là. Vous voyez, c'est peut-être... Ah oui, c'est elle. Ah, c'est super. Ioana Secarescu Elle a été tuée? a fost asasinată Elle me hante en fait depuis toujours. în anul 1984. C'est pas vrai. Tout le monde s'en fout. À quoi ça sert de faire la tête? Âgée, seule et donc extrêmement vulnérable. Allez hop! C'est une tartine de merde et on en mange un petit bout tous les jours. C'est ça la vie. Sylvie Vartan est prise d'angoisse. Mais pourquoi tu mets ça dans les génériques? Et pourquoi? Moi? On sait qui c'est derrière. Le diable, c'est pas celui-là qu'on te monte à la télé avec une grande queue. Ioana Secaresco, Vous êtes tombé amoureux d'elle. 1913, Oh, tu étais belle. 1984. 3, 2, 1. Ça, vous la reconnaissez? Oui, je la reconnais. Oh, vous êtes formidable. Mais c'est vous? Oh, vous êtes incroyable. Votre Jeanne, mon bien-aimé. Elle a la peau assez mate. Elle a la peau très pâte, oui. Elle a des tresses. Elle a un air triste, hein. Un peu. Elle a le même air triste là. Là, elle avait les nattes. Elle est pas triste, elle est mélancolique. C'est pas pareil, hein. Vous trouvez pas qu'elle est un peu mélancolique? Si. Pourquoi, à votre avis? Je sais pas. Quelle était sa vie? Elle vivait rue de Lubeck avec sa maman. Rue de Lubeck, sa maman était dentelière, vous avez dit? Elle devait pas Ça être devait très pas fortunée. oui, c'est ça. Ça doit être une petite main qui gagnait sa vie avec courage et difficulté, quoi. Ouais. Comme on pourrait dire. Je trouve qu'elle fait triste. Pas triste, non, mélancolique. Elle a un petit air d'être un peu perdue, non? Ah, elle a quand même un regard vif, quand même, si. Elle a un regard qui vous va au fond. Là, regardez. Ouais. Elle a des beaux yeux, je pense. Ouais. Belle photo. Oh, comme c'est bien. attendez, Alors je attendez, vais on va le- regarder si... Non, il n'y a pas Jacqueline David là, hein, vous n'avez pas vu. Si, Jacqueline David. 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, c'est elle. Alors là, est-ce qu'on aurait votre Jeanne? Ça, c'est Jacqueline. Bah, elle est toujours là. C'est la même. Vous êtes sûr? Oui. On va à la pêche, hein. On a l'impression d'aller à la pêche. Extraordinaire. Oh, il y a Nina Grain. Tiens, ça m'intéresse. C'est qui? Elle est sur la plaque de 1947. Elle est morte en déportation. Nina Grain. Oh, vous êtes extraordinaire. Vous faites ressortir les choses. C'est un don que vous avez, c'est sûr. Non, mais c'est grâce à vous. Non, pas du tout. C'est grâce à vous. Alors là, c'est des jeunes filles. C'est Ah l'année oui, elles sont nettement du bac, non? C'est l'année du bac première. Ouais. Ouais, c'est en 1930. Donc là, il y a Jacqueline de Romilly, certainement, puisque c'est là qu'elle a eu son prix cette année-là. Et donc Jeanne, elle est où? Elle est peut-être là. Ah oui, c'est le même visage. Vous voyez qu'elle est mélancolique. Regardez, c'est là où c'est caractéristique. Oui, c'est elle. Elle a la tête Ah un peu oui, penchée. c'est elle. Écoutez, j'ai 3 photos d'elle. C'est trop bien. C'est dingue. C'est une enquête de détective, mais plus pour le crime. Non. Non, vous voyez ce que je veux dire? Pour la vie. C'est plus pour la mort, là. Pas Là, on fait l'enquête sur ce qu'elle était vivante. C'est ça qui est bien, quand même. Voilà, faites voir. On a tout. Bah, vous avez toutes ces classes, ou presque. Jacqueline est là. Alors, c'est pas du tout la même femme. Hein. Vous Jacqueline remarquez? David. Non. Jacqueline de Romilly, donc Jacqueline David à l'époque, avec des cheveux, elle faisait beaucoup plus vivante que... Oui, Que Yana. elle fait petite fille effacée quand même. Hein. Ouais. Alors vous me dites qu'elle s'est effacée de la mémoire, ben un peu, parce qu'elle fait petite fille effacée quand on la regarde quand même. Ouais. Regardez les profs quand même qu'ils avaient, regardez les têtes. Et ça, c'était des sacrés profs. Hein. C'est-à-dire les têtes. Ah, ben elles ont des têtes de femmes, je sais pas comment dire, on sent qu'elles vont vouloir faire travailler ces filles. Vous voyez comme elles sont. Regardez. C'était quand même des vieilles dames, hein, pour beaucoup.
Alors qu'elles ont peut-être Alors qu'elles 50 sont- ans. Ah oui. Mm. Enfin, j'ai l'impression que je fais plus jeune qu'elle. Ah, mais carrément. Oui, mais je vais avoir 68. Ah bon? Donc c'est incroyable. Elle fait vieille dame. Ouais. Oh, quelle drôle. Quelle Une aubaine. trouvaille, vous êtes extraordinaire. Vous faites ressortir le meilleur des gens. J'ai remarqué ça dans vos podcasts. Bah, merci, c'est un compliment. J'ai l'impression que vous êtes... c'est un don, hein. Voilà, c'est une belle. Mais je reste un peu là encore. Merci infiniment, Anne-Marie. Merci beaucoup. Et à bientôt, alors on reste en contact. Coupez, hein. Oui, Coupez, j'en ai mis trop. D'accord. ok. Très bien, merci. À bientôt, bonne journée. Hein. Au revoir. Thierry Paulin, c'est peut-être le plus grand criminel de toute l'histoire judiciaire française. On est lundi, c'est la fin de la matinée, et je retourne à l'église roumaine où j'ai rendez-vous avec le père Iulian. Je voudrais lui annoncer le résultat de mes dernières recherches sur Basile Secaresco. Je lui avais promis que je le ferais. Il m'a dit qu'il n'était pas matinal, donc on a rendez-vous à 11h. Il commence à pleuvoir. Bonjour Iulian. Bonjour. Ça va? Oui, ça va et vous-même? Oui, ça va, merci. Toujours avec l'appareil, l'enregistrement. Toujours. Désolé, hein. Vous avez pu dormir suffisamment ce matin? Oui. Non, ça va. Bon. Je voulais vous tenir un peu au courant de mes recherches. Oui, très bien. On va monter quelque part pour être Oui. tranquille? Ouais. Oui, c'est calme. Là, il y a des travaux. Ah, c'est votre bureau ici? D'accord. Je ferme. Bon. C'est gentil de me recevoir. Avec plaisir, avec plaisir. Oui, alors je suis allé aux Archives nationales et j'ai trouvé le dossier de naturalisation de Madame Secaresco, donc la femme de Basile. Et donc j'ai vu tout un dossier avec un formulaire qu'elle a rempli, donnant sa situation de famille, et aussi une lettre qu'elle a écrite au ministre à l'époque pour demander la réintégration de la nationalité. Et donc Basile Secaresco est bien mort en 1914, en janvier, le 14 janvier. C'est ce qui est écrit. Et il est mort en Roumanie, dans un sanatorium à Pângăraț. Vous connaissez Pângăraț? Oui, c'est à la fois un monastère et un sanatorium. Même aujourd'hui, je crois que c'est à la fois un monastère et un sanatorium. D'accord. Mais si je ne me trompe pas, c'était au moins pour un temps. Je ne sais pas en 1914, mais je pense que c'était pour des personnes qui avaient des problèmes du genre mental ou peut-être de ce type de... Après, il faut vérifier ça. Ah, un sanatorium pour des gens qui avaient des problèmes mentaux, de dépression, des choses comme ça? Ou de maladies mentales? Des maladies mentales, peut-être genre démence ou je ne sais pas quoi. Ah d'accord. Parce que du coup, moi, sanatorium, ça m'évoquait la tuberculose à l'époque. Peut-être à l'époque, c'était comme ça. Il faut voir ce qui était Pângăraț à l'époque. En 1914, ça aurait pu être pour la tuberculose ou la grippe ou je sais pas quoi, ce qu'il y avait à l'époque. Il faut vérifier. Ouais. Comment on peut vérifier ça? On va chercher un peu sur Internet, voir... J'ai l'impression d'abuser, Iulian. Non. Vous êtes trop gentil avec moi. Les investigateurs et les journalistes, ils abusent toujours un peu, mais quand c'est pas beaucoup, ça va. Mănăstirea Pângăraț. Ok. Historie. C'est un endroit qui est connu en Roumanie? Oui, qui est très connu. Ça a l'air beau. Sanatoriu. Închisoare, spital, cazerne. Prison. Hôpital, sanatoriu, caserne, dépôt. Tout ça en même temps. Histoire du monastère de Pângăraț. Ouais. Donc c'est un
petit village en Moldavie, c'est ça? Oui, dans le département de Neamț. Il y a un contact. Oui. Je pense que c'est quand même mieux d'écrire un email. D'accord. Et puis leur expliquer un peu et savoir ce qu'on peut leur demander. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'était pourquoi les gens étaient traités au sanatorium en 1914, simplement, et savoir si éventuellement ils ont des archives sur Basile Secarescu. Hristos a înviat, binecuvântați! Sunt preot Iulian Nistea de la Catedrala Sfinții Arhanghel din Paris și vin către Sfinția voastră cu o rugăminte. Un jurnalist francez de la Paris se interesează de un român care și-a sfârșit zilele la 14 ianuarie 1914 în sanatoriul de la Pângărați. Numele acestui om este Vasile Secarescu. Super. Là, vous avez envoyé ça au prêtre? J'ai envoyé ça à l'abbé du monastère et donc lui, il va pouvoir nous dire quelque chose. D'accord. Peut-être. Il y a beaucoup de monastères comme ça en Roumanie? Oui, beaucoup de monastères. Je ne sais pas combien, mais beaucoup de monastères. Surtout en Moldavie. Là, il y a des centaines de monastères. Mais ça, c'est un monastère ancien, vous voyez. C'est un monastère très ancien. Du 15e siècle? C'est ce qu'il y a écrit. Voilà, 15e siècle. Parce que je me demande, Basile Secarescu vivait à Gand et quelques mois après la naissance de sa fille, il est rentré à Roumanie pour aller dans ce monastère, dans ce sanatorium. Donc, il avait certainement une maladie. S'il est allé en Roumanie, il avait tuberculose ou on va voir ce qu'il va nous dire sur le type de maladie qu'il y avait là. Peut-être que j'étais un peu vite allé pour les maladies mentales, mais il peut y avoir d'autres choses. Parce que il est rentré pour se faire soigner en Roumanie. Parce que comment on l'explique ça? Parce que c'était son pays. Parce que il espérait être mieux soigné. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il ne s'est pas fait soigner près de sa femme et sa fille. Il faut voir quel était le système de santé en 1914 en Belgique. Si c'était trop coûteux, il n'avait pas l'argent pour se faire soigner, il est rentré dans le pays, peut-être qu'il avait de la famille où le système de santé était différent. Ça, je ne sais pas trop comment l'expliquer. Ça doit vous sembler très inutile, ce genre de recherche, sur un homme qui est mort il y a plus de 100 ans? Non, au contraire, moi je fais des recherches sur des personnages qui sont liés à la vie de l'Église ici. Non, c'est jamais inutile. On apprend des choses. On apprend beaucoup de choses. Bien sûr, quand je fais des recherches sur ces personnages-là, moi j'ai en tête l'histoire de l'Église, mais vous avez en tête l'histoire qui s'est passée avec cette femme qui a été assassinée. Et voilà, c'est... Non, c'est pas inutile. En tout cas, on attend le mail. Vous me tiendrez au courant? Bien sûr. À bientôt. Pe curând. À une prochaine fois. Bonne journée. Je quitte Saint-Germain et je vais dans le 15e arrondissement, près du métro Duplex. Anne-Marie du lycée Molière m'a rappelé parce qu'elle veut me présenter une certaine Claudine, une femme de 98 ans qui a été élève au lycée Molière juste après Johanna Secarescu et qui a eu une vie héroïque apparemment. Je sens que je vais encore me prendre des commentaires du genre « vous vous éloignez de l'enquête » ou « on tourne en rond » par des gens qui ne comprennent pas très bien ce que je fais, des gens qui n'aiment que le sang et les histoires de meurtre peut-être. Je tiens à préciser que dans cette affaire criminelle, ce qui m'intéresse avant tout, ce sont les rencontres et tous les fils que je peux tirer à partir des meurtres et des victimes. Et je suis persuadé que toutes ces digressions éclairent l'affaire d'une manière ou d'une autre. Donc j'ai bien l'intention d'aller voir cette Claudine qu'Anne-Marie me propose de rencontrer. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de parler à une femme presque centenaire. Bonjour Anne-Marie. Ça va et vous? Oui, très bien, pas de problème. Alors, c'est là. On va chez Madame Baumann.
Ah, c'est au 4e. J'espère que ça va, non? Oui, ça va très Elle n'est bien. pas tombée? Non, elle n'est pas D'accord, tombée. c'est au 4e. Oui, au 4e dos. Merci beaucoup. De rien, madame. Ils sont gentils. Ce sont toujours des femmes âgées, toujours agressées chez elles, avec une rare violence, et toujours pour de menus larcins. Oui, t'inquiète pas. Prends ton temps. Coucou ma belle. Nous voilà. Bonjour madame. Voilà C'est Julien. Julien, bonjour. Claudine. Enchanté. Merci de nous accueillir. Oh, merci d'être venue. Comment vas-tu? Le mieux possible. Ah oui, t'es belle comme tout. Oh, écoute, alors là. Et jeune. 100 ans moins 2. Pardon, je passe devant. Tu veux un Schweppes? Non. Toi, tu en veux un? Non. Et vous? Non, merci. On me dit beaucoup que je n'ai pas une vieille voix. Non. Et je dis toujours, et je pense surtout, que c'est vraiment tout ce qui me reste de jeune. Vous voulez faire ma connaissance, pourquoi? Parce que je... Parlez un peu plus fort. Oui, parce que je m'intéressais à une dame qui a été élève du lycée Molière entre 1925 et 1930. Qui était-ce? Elle s'appelait Johanna Secaresco. Comment? Johanna Secaresco. Non, j'ai pas connu. J'ai connu des Tedesco, mais pas ça. Et vous avez été élève du lycée Molière quand ça? Depuis la 9e jusqu'à la 3e. J'ai quitté en 3e. C'était en quelle année? Ah, alors attendez. Ça devait être en 1930, je pense. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, j'aimerais savoir quel souvenir vous avez du lycée Molière. De franche rigolade. Vraiment? Ah oui. On était une bande de copines, des vraies copines. Hein. C'est quoi des vraies copines? Les vraies copines sont celles avec lesquelles on bavarde tout le temps, que l'on raccompagne jusqu'à leur porte, et puis elles ne rentrent pas chez elles, elles reviennent pour vous raccompagner. C'est comme ça, 3-4 fois, avec plusieurs. Les parents ne s'inquiètent pas parce qu'ils le savent. Et puis, non, on rigolait de tout. En vérité, on était très insouciante. Hein. Il n'y avait pas de raison qu'on soit sérieuse. Il n'y avait rien à ce moment-là. Nos parents étaient probablement soucieux, mais pas nous. C'était entre les deux guerres? Ah oui. Vous étiez quel genre de petite fille, alors un peu? Pardon? Vous étiez quel genre de petite fille? Quel genre de petite fille? Physiquement très mignonne. Oui. J'avais de très jolis cheveux. Adieu. Moi, je n'étais pas très intéressée par les études. Oui. En dehors du français, en dehors de la récitation, en fait, de ce qu'on appelait plus tard les lettres. Les maths, incapables de faire un devoir de maths. À part les cours d'anglais qui m'intéressaient, les cours de chant, les cours de musique, à part ça, j'étais là. Et puis je me suis fait ficher à la porte à la fin de la 3e quand même. Pour quelle raison? Trop mauvaise. C'est très loin tout ça. J'ai gardé d'excellentes amies du lycée Molière, jusqu'à maintenant. Elles disparaissent évidemment les unes après les autres. Rosine Franck, Claude Meyer, qui était de beaucoup ma meilleure amie, qui est morte aussi. Elles sont toutes mortes d'ailleurs. Toutes. Quoique, si elles sont mortes à 80 ans, 85, 90, ça suffit. Moi, c'est beaucoup trop. Vous trouvez que c'est trop? Je ne sers plus à rien du tout. Pourquoi vous dites ça? Parce que je considère que je ne sers plus à rien. Je crois que je dois être la dernière d'un groupe. Aussi, on était une équipe. Hein. Tu as une mémoire incroyable. Oui, ça reste. Je ne les reconnaîtrai pas dans la rue. Hein. Je n'ai pas de risque d'ailleurs. Mais les noms et leur attitude, oui. Je me rappelle très bien. Est-ce que vous vous souvenez de vos professeurs? Kioc. Kioc. C'était une femme? Professeur de français. Oui, une femme. On n'avait que des femmes, sauf en latin. Ah. Valerio, elle était prof d'anglais. Ah, mademoiselle Valerio. Anglais, oui. Ça, elle en parle, mademoiselle Secaresco. Une femme, hein. Comment elle était, mademoiselle Valerio? C'était une grande femme mince. C'était une belle femme qui avait beaucoup de prestance. Assez agréable. Un bon accent. Non, on a bien appris l'anglais puisque je n'ai que mon anglais du lycée. Et je me débrouille très bien. Et quand je vais aux États-Unis aussi.
Oh, on a fait un... Comment on appelle ça? Un Spike? Non. À la télé. Un Skype? Un Skype, oui. Avec mes petits-enfants avant-hier, à Washington. En anglais? Ah oui. Vos petits-enfants sont américains? J'ai des enfants qui vivent à Washington. Oui. Et les enfants sont nés américains, mais ont maintenant la double nationalité. Et tu n'as eu que Mademoiselle Valerio en anglais? Oui. Tout le temps, toutes les années? J'ai l'impression. Je ne me rappelle pas des autres du tout. Il y avait à un moment donné une surveillante générale qui s'appelait Mademoiselle L'Enfant, qui exigeait que nous ayons un chapeau et que quand on passait devant elle, elle était à la porte du lycée pour quand on sortait. Et quand on passait devant elle, il fallait baisser la tête pour qu'elle voie bien notre chapeau. Ça rigolait pas quand même au lycée Molière? C'était assez sévère? Non, c'était très sévère, mais on passait par-dessus. Oui. C'était assez chic, j'ai l'impression aussi. C'est le 16e arrondissement. Hein. On était quand même dans avant-guerre, dans un quartier très chic. Et vous étiez de quel milieu? Paris, né dans le 9e arrondissement, mais j'avais toujours habité, moi, à côté du lycée. J'ai l'impression, Claudine, que vous étiez une petite fille heureuse. Ah, tout à fait. J'avais des parents qui s'entendaient très bien. Oui. L'atmosphère à la maison était bonne. Oui. On n'avait pas d'argent, c'est la seule chose. Mon père avait un métier très aléatoire. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était diamantaire. Et comme il n'avait pas d'argent pour avoir du stock, donc il voyageait pas mal avec la Belgique et Anvers, enfin là où on pouvait trouver de la marchandise un peu au rabais. Et puis il était courtier. Il prenait de la marchandise chez d'autres courtiers ou d'autres marchands et il les replaçait à d'autres. Votre maman ne travaillait pas? Maman ne travaillait pas, elle avait 3 enfants à la maison, quand même une domestique. Ah, quand même. Qui est restée 42 ans au service de ma mère, qui nous a élevés, ma sœur et moi. Et puis voilà, non, on a eu d'enfance heureuse. Ma mère était emmerdeuse, mais enfin elle était très, très femme du monde, très gentille, très stricte avec nous. Elle nous a bien élevés, je crois. Emmerdeuse parce qu'elle était stricte? C'est-à-dire que si cette pendulette-là était un peu de travers, elle m'aurait dit de la remettre droite. C'est une chaise un peu de travers, il fallait se lever, aller la remettre droite. C'est pénible. Elle était pénible à vivre, oui. J'ai l'impression que le lycée Molière vous a enseigné une certaine rigueur, mais aussi peut-être a fait naître en vous un désir de passer au-dessus, comme vous disiez tout à l'heure. J'avais vraiment passé au-dessus, hein. Non. J'avais pas du tout le désir de bien travailler, ça m'était complètement égal. C'est curieux même. Qu'est-ce que tu voulais faire dans la vie? Rien. Non, je ne sais pas. Je pensais, comme toutes les petites filles de cette époque-là, se marier, avoir des enfants, oui, les élever. C'est ce qui m'est arrivé finalement. Vous avez été quel genre d'adolescente? C'était pendant la guerre, j'imagine? Anne-Marie m'a dit que vous avez été une résistante. Oui, c'est ça. Il y a 20 ans, M. Mitterrand m'a remis la Légion d'honneur pour fait de résistance. Dans les grands salons du palais de l'Élysée. C'était très beau. Et j'avais eu le droit d'inviter 11 personnes. Je ne sais pas pourquoi 11, mais 11 personnes. Ce qui fait que je n'ai pas pu inviter tous mes petits-enfants. Mais ça ne fait rien. Je suis juive de naissance, quoi. Comme beaucoup de Français. Je ne me rappelle pas la date à laquelle les Juifs ont dû me faire mettre un cachet sur leur carte d'identité. Je ne me souviens pas quel mois et quelle année. Et notre père, qui était un officier de la guerre de 14-18, pensait qu'il lui arriverait rien parce que Pétain avait dit que les anciens officiers de la guerre de 14-18 seraient ses fils. Mais il s'est foutu de monde. On s'est très très vite rendu compte qu'il se fichait du monde. Mon père, quand on habitait Rion-Saint-Arnaud, un jour on a sonné à la porte, il a ouvert et il s'est trouvé devant un monsieur. Je lui ai dit, vous êtes Georges Baumann? Oui. Alors monsieur, suivez-nous. Pourquoi? Parce qu'on vous arrête en tant que juif.
Il a dit, mais je suis un ancien officier. Et le hasard a fait qu'ils avaient été dans les mêmes groupes de chars d'assaut. Ah oui. Un hasard incroyable, car c'était les premiers chars d'assaut. Et il l'a laissé, tout de suite, il lui a dit, quittez l'appartement, allez-vous-en. Et donc notre père voulait que nous allions nous déclarer au commissariat de police comme on en avait l'ordre par le gouvernement. Et nous sommes allés avec ma sœur au commissariat, où il y a un monsieur qui est sorti de son bureau et qui m'a attrapé par le bras et qui m'a dit, votre père ne sait pas ce qu'il vous envoie, je ne vous ferai pas de pièce d'identité avec un cachet dessus. Revenez ce soir, vous aurez de faux papiers. Alors, on a dit aux parents qu'on allait à la Bibliothèque nationale et nous sommes allés au commissariat de police de la rue Bois-le-Vent. Et là, on a revu le même monsieur qui nous a emmenés dans son bureau et qui nous avait préparé des faux papiers. Et on a juste à lui donner les photos. Et puis voilà, et puis c'est de là que tout a démarré. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a démarré? La clandestinité, la résistance, enfin pour moi, en tous les cas, parce que le prix de ces cartes d'identité, ça a été de porter des papiers secrets dans les ministères des armées, entre autres, à Paris et à Lyon. J'allais rue de Grenelle, où il y avait le ministère de la guerre, je crois. Et à Lyon, j'allais à la préfecture de police apporter des documents aussi. Donc vous saviez ce que vous transportiez? Vous aviez connaissance des lettres? Je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. Ah d'accord. Mais je savais que c'était des papiers officiels. Ouais. Et interdit. Quoi? Que tu faisais quelque chose d'interdit. Oh bah naturellement. Tu le savais. Oh bah oui. Bien. Tu sais, j'avais l'air d'une môme. J'étais toute mince, toute petite. Oui, tu faisais gamine. Assez frisée, tu sais, assez ondulée. Oui, voilà, exactement gamine. Habillée comme à l'époque, on avait des jupes assez larges qui volaient au vent. Des sockets. J'ai jamais été embêtée. Grâce à votre apparence? Je crois uniquement grâce à mon apparence. Est-ce que vous avez eu peur? Mais tout le temps. J'étais très protégée par ce commissaire. Je me rappelle beaucoup mes passages au commissariat de la rue Bois-le-Vent, parce que c'était un peu un double tranchant, quand même. Si Boucher n'était pas là, si ce monsieur n'était pas là... On pouvait t'arrêter. Ah, immédiatement. Et quand il n'était pas là et que j'attendais qu'il arrive, parce qu'on me disait qu'il devait arriver, j'emmenais pas large dans la petite entrée là, du commissariat, mais j'attendais quand même. Et j'ai toujours eu raison d'attendre. Ah bon? Oui, c'était une sécurité pour moi que ce monsieur soit en vie. Je savais je sentais qu'il aurait fait n'importe quoi pour me retrouver si j'avais été arrêtée ou si j'avais eu un pépin. Pour lui, j'étais une petite fille. J'avais l'âge de ses enfants. Et puis, il trouvait que tout ça était moche. Il passait son temps dans son bureau à mettre des cachets juifs sur les cartes d'identité. Des gens du 16e, il y en avait beaucoup à ce moment-là. Il trouvait ça très moche. Pourquoi il vous a proposé ce marché finalement? Pourquoi il a voulu vous sauver et pourquoi il vous a confié cette mission? Parce qu'il a trouvé que j'avais une bonne gueule. C'est toujours ce qu'il m'a dit et je ne suis jamais arrivée à lui faire dire autre chose. Oui. Oh, j'avais l'air de l'innocence, probablement. Vous saviez vous débrouiller aussi, peut-être que ça se voyait? Vous savez, à 16 ans, hein, 16-17 ans, oui, je savais peut-être me débrouiller, mais en tous les cas, ça a été comme ça. C'est une drôle d'époque, hein. Je me suis mariée en 42. J'avais presque 20 ans, mais je ne les avais pas. Et j'ai eu mon premier enfant, je venais d'avoir 20 ans. Quand on voit les filles de 20 ans maintenant, on ne les voit pas avec des bombes. Non. C'était pas le moment non plus, hein. Le bébé est arrivé, sans prévenir. Mais avant le bébé, vous avez rencontré un homme? Oui, mais déjà depuis que nous avions 15 ans. Et vous l'avez rencontré comment, excusez-moi? À ce qu'on appelait une surprise party. Une boum. À 15 ans? Ah oui, oui. Il en avait 16. Vous vous souvenez du moment où vous l'avez rencontré? Oh, très bien. J'avais une robe rouge bordeaux, à petits pois blancs. Et je me rappelle
discuté le coup avec des amis à lui dans la pièce où nous étions, et qu'il a dit c'est cette fille-là que j'épouserai. Et puis, je le trouvais moche. Il était intelligent, il était déjà élève ingénieur. Et puis, je vais être amoureuse, mais je ne savais pas ce que c'était. Comment ça se passait à l'époque, à 15 ans, quand une jeune fille fréquentait un garçon? Elle ne le fréquentait pas. D'abord, le terme n'était pas du tout le même que maintenant. On ne couchait pas, plus exactement. On flirtaillait, mais en tous les cas, on ne couchait pas. Et ça ne nous venait même pas à l'idée. Il vous a demandé... Comment il s'appelait Mon mari ? Oui. Gilles. Il vous a demandé en mariage? Si je vous disais que j'en ai pas de souvenir de ça, il n'a pas dû me demander. Je sais qu'il est allé voir mon père, ça oui. Il a dit « Je ne peux pas vous empêcher de vivre ensemble, ne sachant pas ce qui va se passer. Il faut vous profiter de ce que vous pouvez profiter. » Ah oui. Ah, c'est étonnant. C'était beau, ça. Ah oui. Mon père et ma mère étaient du même avis. Non, ça, ils ont été très chouettes pour ça. Ils nous ont pas aidés après, mais ça, ils nous ont laissé faire. Donc vous aviez envie de vous marier? Ah oui. On avait envie de vivre ensemble. D'ailleurs, on l'a fait tout de suite. Hein. Là, moi, j'étais en zone occupée, lui était en zone libre. Je parle de Gilles. Hein. Il était en zone libre, à Lyon. D'accord. Et moi à Paris. Et puis j'en avais marre d'être seule à Paris et que mon fiancé soit à Lyon. Et j'en ai eu marre d'attendre. Et j'ai obtenu la permission de mes parents de partir à pied pour passer la ligne de débarcation pour aller à Lyon. Et vous aviez quel âge? 16 ans, 17 ans. C'était très dangereux? Très terriblement dangereux. La seule précaution que je prenais, c'était de mettre du linge sale dans un sac à dos pour pouvoir cacher des petits trucs dessous. Et puis, de nettoyer mes chaussures avant de monter dans un train en zone libre pour qu'on ne voit pas que j'avais traversé à pied. Je suis partie en train jusqu'à la ligne de débarcation qui devait être du côté de Moulins, dans l'Allier. Et mon père avait contacté avant mon départ ce qu'on appelait un passeur pour de l'argent et qui m'a ramassé dans le compartiment à la gare de Lyon. Mais je ne suis pas restée avec lui parce qu'il me faisait peur. C'était un Malabar qui avait une sale gueule. Donc je ne suis pas restée avec lui et je suis passée... Sans lui. Sans lui. Et puis je suis partie. Ils ont été courageux, les parents. Oui, bah vous aussi. Moi, non, j'étais consciente. Je pensais pas au danger. Et ben, j'étais dans un bistrot en pleine campagne, près de la ligne de débarcation. On m'avait dit qu'il y avait souvent des gens qui venaient là. Et j'ai rencontré un monsieur qui avait l'air sympathique. Et je lui ai demandé s'il connaissait le chemin. Il m'a dit que oui. Et il m'a amené. Mais à pied. Tout ça à pied. On faisait des kilomètres. Hein. La zone était gardée? Ah, bien sûr, mais on passait entre les gardes. Lui, le type là, il savait à peu près à quelle heure passait la garde. Donc on passait, on était cachés dans les fossés, au bord des chemins. Et on les entendait y arriver, on se planquait complètement. Et ils passaient et on passait après. C'était périlleux. Mais qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Une trouille intense. Ah, quand même? Ah bah oui. Bah oui, c'est pas possible autrement. Ils étaient armés, hein. Ils vous auraient tué? L'histoire ne le dit pas puisque je suis là. Mais ils en ont tué, bien sûr. Ouais. Vous risquiez la mort? C'était des Allemands, hein. Ils étaient là pour tuer. Bien sûr, on risquait tout le temps. Et je me suis dit que si Gilles n'était pas à la gare quand j'arrive, je reprenais le train immédiatement pour rentrer. Il m'avait dit qu'il serait à la gare et qu'il aurait un manteau marron clair. Alors déjà dans le train, je regardais si je voyais un manteau marron clair. En me disant pareil, s'il n'est pas là, je rentre. Mais il était là. Et il m'a emmené chez sa mère, qui m'a dit c'est ça.
à l'accueil de ma belle-mère. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est celle-là. Il faut dire que j'étais minable. Hein. Après le voyage. Après le voyage, j'étais mal fringuée. Oui, j'étais minable, c'est vrai. Elle aussi, alors elle n'avait pas envie. Mais enfin voilà. Mais quand j'ai quitté la zone occupée, j'avais l'impression d'arriver dans un pays libre, complètement. Et on n'avait qu'une envie, les gens qui vivaient en zone occupée, c'est de partir. On n'était pas en sécurité du tout. Je me suis retrouvée enceinte tout de suite. Ah. Tout de suite. Qu'est-ce que ça vous a fait? Qu'est-ce que ça m'a fait? J'ai certainement dit merde alors. Ah oui. C'était une contrainte. Ça peut pas être exprès, voyons. Bien sûr. On peut pas être heureux quand on a 16 et 18 ans. Et puis quand le bébé était là, le bébé c'était le bébé. Hein. Une adorable petite fille que j'ai trimballée sur mon dos partout. Et puis qui a 77 ans maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez rétrospectivement de tout ça? De quoi? De ce dont on vient de parler, de cette période, maintenant que vous avez 98 ans. C'est terrifiant. Absolument terrifiant. Il faut passer à travers la peur, à travers des actes que vous n'aimez pas, auprès de gens qui vous sont antipathiques. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Les jeunes qui sont en pleine guerre dans d'autres pays, à l'heure actuelle, c'est une horreur. On est responsable. On se sent responsable de sa famille, alors qu'on ne l'est pas. Non, c'est terrifiant. Et puis la guerre s'est terminée. Oui. Comment ça s'est passé pour vous? Eh bien, j'étais dans une petite auberge minuscule en haute montagne. J'aime beaucoup la montagne. Hein. En haute montagne, dans un village complètement isolé. Il est rentré 2 types qui parlaient l'anglais, plutôt l'américain d'ailleurs que l'anglais, qui se sont installés à une petite table et qui nous ont dit la guerre est finie. On vient d'être parachutés et la guerre est finie. Alors, on a sorti les drapeaux français, on a mis aux fenêtres, etc. Et puis c'est avéré que c'était pas vrai du tout. Ça devait être le 4 juin et non pas le 6. Le débarquement n'avait pas eu lieu. Et alors j'ai pris la fuite dans les bois avec mon bébé et je suis restée 3 jours dans les bois en attendant que... Parce que les Allemands sont remontés. Vous étiez seule avec elle? J'étais seule avec la petite, oui. Et Gilles? Ah il n'était pas là, Gilles était dans le maquis. Il a terminé la guerre dans les chasseurs alpins, à Grenoble. Et ensuite? Eh bien, je suis restée dans les environs de Grenoble, dans une ferme qui s'appelait La Tronche. Je suis restée quelques jours dans cette ferme, et puis les fermiers m'ont demandé de partir. Alors je suis partie. J'ai fait une station le long de l'Alvar, dans un bled qui s'appelait Pinceau, où j'avais été cachée un moment, avec un couple d'instituteurs formidables qui m'ont aidé à m'en sortir. Oui, parce que tu étais pourchassée quand même. Ah oui. Il s'est su que j'étais dans la résistance, il s'est su que j'étais juive, que mon mari n'était pas là. Ensuite, j'étais une bonne proie. Je suis remontée sur Paris et on s'est réinstallé. Est-ce que tu trouves que vous avez perdu votre jeunesse ou est-ce qu'au contraire, cette période-là vous a formé une jeunesse incroyable? Il n'a pas formé une jeunesse. Non, toi, ta jeunesse à toi... Elle était foutue. Elle était foutue, c'est ça? Oui, bien sûr. Vous avez trouvé que c'était perdu? Oh, naturellement. Vous êtes devenu adulte trop vite? On est devenu adulte très très vite. Et puis on était mariés. Et puis on a eu un enfant. Donc tout ça, ça a été terminé. Et comment s'est passée la vie ensuite? La vie ensuite? Eh bien, mon mari a retrouvé du travail tout de suite, très vite. Et moi, je me suis occupée des enfants, de la maison et de tout, quoi. Vous n'avez jamais pu travailler? Si, mais beaucoup plus tard. J'avais décidé que j'élèverais mes enfants avant. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Et puis, je me suis retrouvée toute seule, surtout.
Et j'ai pris le Figaro et une petite annonce du Figaro. Ils m'ont demandé des négociatrices en immobilier. Je me suis dit que je risquais rien. J'y suis allée et on m'a prise tout de suite. Mais j'ai travaillé pour des compagnies d'assurance et j'ai eu vraiment beaucoup d'affaires. Vous êtes bien débrouillé. Oui. Et avec Gilles, qu'est-ce qui s'est passé? On est restés mariés 30 ans. Hein. Mais pourquoi vous vous êtes retrouvée toute seule? Nous avons divorcé. Ma meilleure amie est partie avec mon mari. C'est pour ça que je dis, n'ayez pas de meilleurs amis. Ça a été un coup dur pour vous? Oh, à tous les points de vue. Je me suis retrouvée avec 500 francs dans mon portefeuille, en tout. Je me suis bien marrée. Comment vous l'avez pris alors? Très mal. Comment voulez-vous qu'on prenne ça? Très mal. Mon mari, bon, maintenant, mon ex-mari. Mais si je rencontre sa femme, j'ai envie de la tuer. Ensuite, vous n'avez pas pu retrouver un homme? Non. 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 Pourquoi ça? Vous savez, j'ai été échaudée quand même. Hein. Oui, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas été brisé par cette histoire. Si. Si? Mais si, j'ai été brisée pendant des années par cette histoire. Mais de toute façon, il fallait faire bonne figure. J'ai 3 filles quand même. Elles ne pouvaient pas avoir une mère en chiffre-molle. J'ai travaillé très dur. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez été brisé, certes, parce que c'était un coup dur. En même temps, vous êtes toujours là. Ben, j'allais pas me tuer. Non, mais J'aurais pu me suicider, bien sûr. vous auriez voulu? Mais bien sûr, j'aurais pu. Mais j'avais 3 filles. J'aurais pas pu faire ça à mes filles. Qu'elles portent ça toute leur vie. J'aurais jamais osé faire ça. Ça aurait été épatant pour moi. J'aurais eu la paix. Mais vous êtes toujours là. Ben oui, je ne sers, ce que je vous dis, je ne sers plus à rien. Comment vous expliquez votre longévité? Oh, je ne l'explique pas. Si je l'expliquais, j'aurais arrêté il y a longtemps. Vous avez un secret? Non, pas du tout. Aucun. Non, il y a... oh. C'est un hasard. Vous êtes résistante. C'est peut-être moral aussi, je ne sais pas. Je ne peux pas déserter. Ouais. Oui, c'est de la résistance. Oui, si tu veux. Ouais. Oui. Qui continue. Vous dites que vous ne servez plus à rien. Ça veut dire que vous voulez mourir? Oh, ça m'est bien égal. Ah bon? Ça m'est bien égal, alors. Comment vous vous représentez la mort? En poussière, que l'on disperse au vent. Qu'est-ce qu'elle vous a appris, toute cette vie si longue et si riche? Qu'est-ce qu'elle vous a Je ne appris? crois pas que ce soit riche. Hein. Qu'est-ce qu'elle m'a appris? Ou bien rempli en tout cas. Peut-être l'indulgence. Ah oui? Je crois que je suis un peu trop indulgente. Quand quelque chose ne colle pas pour quelqu'un, je trouve que ça s'arrangera. T'as une bonne nature quand même, Oui, optimiste. oui, T'es quand oui. même une optimiste. Oui, ah oui, totalement. Alors peut-être que c'est ça qui vous fait vivre. Oui, oui. C'est vrai, je suis optimiste. Oui. Je crois dans les gens. Est-ce que vous êtes satisfait, monsieur? Oui, très. Je suis très content de vous avoir rencontré, d'avoir pu vous entendre. Qu'est-ce que vous allez en faire? Je vais en faire un petit documentaire. J'ai une dernière question à vous poser. Après, je vais vous laisser tranquille. Je vous écoute. Qu'est-ce que c'est la vie? Qu'est-ce que c'est la vie? La merde. Pardon? La merde. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'il faut tout le temps se battre. Pour une chose, pour une autre. Contre les uns, contre les autres. Et il faut dire aux gens de ne pas se battre. Non. Qu'est-ce que c'est la vie? Elle est vraiment ce qu'on en fait. Hein. Ça vous tombe pas tout cuit dans la bouche. Vous avez un très beau regard, je trouve. Je suis borgne. Ah oui? Ça ne se voit pas? Non. Vous avez un regard un peu espiègle. Ah oui, ça oui. Vous êtes qui, Claudine? Au fond? Je suis la survivante. Mais sachez tous que le jour où je disparais, je veux un petit orchestre avec de la trompette et une guitare.
Il tuait comme d'autres vont au bureau. Il pleut un peu, je me dirige vers le métro et je me demande combien de victimes de Thierry Paulin avaient été des résistantes, comme Claudine Baumann. Combien de victimes qui se sont accrochées à leur longue vie, réduites au silence en quelques minutes, avec une bouteille de Destop dans la bouche. Je me demande aussi ce qu'a fait Johanna Secaresco pendant la guerre. Mais comment savoir ? Maintenant, je me rends dans une petite librairie de la rue des Martyrs pour rencontrer un certain Julien qui a connu Johanna Secaresco quelques mois avant sa mort, dans d'étranges circonstances. À suivre. Merci à Farah, à Théo Boulanger pour sa musique, ainsi qu'à tous les contributeurs au Patreon qui financent ce travail. Comme eux, vous avez la possibilité de participer à cette anti-enquête et d'écouter des épisodes inédits en vous abonnant sur patreon.com/cerno. patreon.com/cerno. Et si vous ne pouvez pas, mettez des étoiles et laissez des commentaires sur votre appli de podcast. Un grand merci, rendez-vous dans 2 semaines, et d'ici là, ne laissez pas traîner vos grands-mères. Ne laissez pas traîner vos grands-mères. Ce que je vous dis, je ne sers plus à rien. Cerno.